Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous allons à la découverte de la spécialité de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Donc, je suis accompagnée du médecin lieutenant-colonel Lamboni, qui est professeur agrégé en chirurgie thoracique, qui est avec moi pour nous éclairer un peu sur ces chirurgies, ces différents types de chirurgie. Tout va bien, professeur? Ça Tout va? va bien Ça ici, va très bien. merci. Parce qu'on est là pour sensibiliser la population, on est là pour au quotidien, cette émission est faite pour ça. Voilà, les gens sont là pour en savoir un peu plus sur les différentes pathologies que nous présentons au quotidien. Donc là aujourd'hui, ce qui nous emmène, c'est que bon, vous êtes chirurgien thoracique. Donc là c'est pour ça que vous nous parlez un peu de toutes ces interventions, tout ça. Est-ce qu'on peut revoir la vidéo, s'il vous plaît, la régie, pour nous expliquer un peu ces différents types de chirurgie? Donc là, il se passe quoi là, professeur? Alors ici, c'est une intervention par thoracotomie, c'est-à-dire par ouverture de la cage thoracique afin de travailler sur le poumon. Et ça, c'est un patient qui a été victime d'un traumatisme avec une barre de fer qui a perforé le poumon. Oh. Donc, nous nous étions chargés de faire une extraction de la barre de fer du poumon et de réparer le poumon qui était atteint. Voilà. Ok. Il se passe des choses. Oui, il se passe des choses. Il se passe des choses, franchement. Oui. Tout à l'heure, on va voir la seconde partie de la vidéo pour que vous puissiez aussi nous commenter ça. Dites-moi, quels sont les facteurs de risque les plus courants qui conduisent donc des maladies qui nécessitent une chirurgie cardiovasculaire ou thoracique, par exemple? Alors, d'abord, je vais aborder sur la chirurgie cardiaque. Cardiaque. La chirurgie cardiaque, comme j'ai eu à vous le dire plus tôt, c'est qu'il y a des fois des maladies qui vont attaquer l'intérieur du cœur, qu'on parlera des valvulopathies. Des fois, il s'agit simplement d'une angine négligée, certaines infections des infections de la petite enfance qui peuvent à la longue entraîner une atteinte des valves cardiaques. Il y a des valvulopathies rhumatismales, comme on le dit. Mais juste une angine. Oui, Oh. les angines négligées peuvent entraîner des complications cardiaques. Vous pouvez avoir également aussi des enfants qui vont naître avec des anomalies. Ça, c'est bon. Disons, on dit souvent qu'au cours de la grossesse, il faut se faire suivre. Lorsqu'une grossesse est bien suivie, généralement, on réduit les risques de survenue de malformations. Oui. Donc, il peut s'agir de malformations au niveau du cœur chez les enfants. Et comme je vous l'ai dit, il peut s'agir des valvulopathies rhumatismales, mais puis aussi s'agir du fait de notre hygiène de vie, c'est-à-dire nous mangeons trop gras, trop sucré, nous pouvons avoir à la longue l'artériosclérose qui peut se retrouver au niveau des artères du cœur également, et des artères peuvent être bouchées. Vous allez entendre communément parler de crise cardiaque. Crise cardiaque, voilà. En fait, c'est des gens qui peuvent avoir des artères qui sont bouchées. La cardiologie s'est nettement développée. Elle permet de déboucher ces artères. C'est la cardiologie interventionnelle qui se réalise couramment actuellement à Lomé. Mais chez certains patients, on est amené à faire une chirurgie afin de déboucher. Quand je dis déboucher, c'est de court-circuiter là où c'est bouché. C'est bouché. Voilà. Pour la chirurgie thoracique, couramment, c'est les cancers du poumon. Et les cancers du poumon, le facteur de risque le plus retrouvé, c'est le tabac. Donc, la prévention anti-tabac permet déjà de réduire considérablement la survenue des cancers du poumon. Dans nos contextes africains, c'est essentiellement la tuberculose et les infections négligées. La tuberculose, il y a les campagnes de sensibilisation qui disent que lorsque on tousse plus de 2 semaines, il faut consulter pour voir un spécialiste pour dépister la tuberculose. Lorsque la tuberculose est traitée tôt, on n'aura pas des séquelles qui peuvent menacer la vie de la personne à long terme. Ouais. Et maintenant, pour la maladie vasculaire, les artères des membres inférieurs, c'est souvent l'artériosclérose, le diabète qui vont boucher les artères. Vous allez voir des gens communément qui vont vous dire qu'à un moment, il a un orteil qui s'est gangréné, on ampute et en fait on fait une amputation de membre inférieur. Ça, c'est de plus en plus courant. C'est l'hygiène de vie, notamment. Il faut faire le sport,
Il faut manger moins gras, il faut manger moins sucré. Voilà un peu ça. Voilà. On peut passer à la deuxième vidéo, la régie, s'il vous plaît. Voilà, il se passe quoi là dans cette opération, professeur? Alors ici, c'est un collègue de chirurgie vasculaire qui est en train de réparer une section d'une artère qui se trouve derrière le genou. Alors il s'agit d'une patiente qui, au cours d'un accident de la voie publique, a eu un choc au niveau du genou et les artères et la veine qui se trouvent derrière le genou ont été sectionnées. Alors, quand l'artère et la veine sont sectionnées, ça veut dire que les orteils et les autres parties qui sont en bas ne vont plus se nourrir et qui vont mourir à long terme. On parle de gangrène. Donc, lorsqu'on n'intervient pas vite, le pied va mourir et on est obligé de amputer le pied. Donc là, il est intervenu, il a réparé la section. Et là, c'est une intervention au cours de laquelle vous voyez ici qu'il a abordé l'artère qui se trouve derrière le genou et il a réparé les artères pour que le pied puisse être conservé. Ok. On voit un peu là comment ça se passe. Voilà, on voit comment ça se passe. Il a repéré les artères qui sont sectionnées et il va par la suite le réparer. C'est une intervention assez délicate. Il faut beaucoup de précision et beaucoup de patience. Voilà. J'imagine. Mais comment ça se déroule la prise en charge d'un patient, de la consultation au suivi post-opératoire? Alors, comme je l'avais dit, nous sommes des spécialités qui sont, disons, en seconde zone. C'est-à-dire qu'aucun patient ne peut se lever directement et venir voir un chirurgien cardiaque ou bien un chirurgien vasculaire ou bien un chirurgien thoracique. Il voit tout d'abord un médecin généraliste toujours pour une affection qui porte sur le cœur ou sur les vaisseaux ou bien sur le thorax. Des fois, il voit un cardiologue, un pneumologue ou bien un médecin vasculaire. Les médecins vasculaires, ce sont des spécialités médicales qui s'occupent des vaisseaux. Et ensuite, ils posent le diagnostic. Ils essaient de traiter par des médicaments ou par des mesures hygiéno-diététiques. Et lorsque cela est nécessaire, ils nous réfèrent les patients. Donc les patients généralement n'arrivent pas directement jusqu'à nous. Et lorsque les patients arrivent, nous nous basons déjà sur le diagnostic qui est posé. Nous préparons le patient à une intervention chirurgicale. Vous conviendrez avec moi que opérer le poumon, opérer le cœur ne peut pas se faire à la hâte. Oui. Il faut préparer le patient pour l'intervention chirurgicale. Et dans la préparation, on fait un certain nombre de bilans qui sont des bilans sanguins, certains examens morphologiques d'imagerie et finalement nous déterminons la technique que nous allons utiliser et nous essayons de réduire les risques de complications post-opératoires. Alors lorsque l'intervention est réalisée, le plus souvent ça se fait avec une équipe d'anesthésie et de réanimation. Et les patients après vont faire une convalescence plus ou moins longue selon l'intervention chirurgicale. Voilà un peu. Quelles sont les avancées technologiques récentes qui ont révolutionné votre pratique? D'accord. Comme avancée technologique, il s'agit essentiellement de la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir grandement les patients et de faire des interventions chirurgicales, de plus en plus, on utilise des caméras pour réaliser des interventions chirurgicales. C'est ce qui permet aux patients de récupérer plus facilement en post-opératoire. Donc, cette mini-chirurgie, la vidéochirurgie, se réalise pour la chirurgie thoracique. Okay. La vidéochirurgie thoracique, ça se réalise de plus en plus pour la chirurgie cardiaque. Et la chirurgie cardiaque aussi commence par être réalisée à cœur battant, c'est-à-dire qu'on n'arrête plus le cœur, mais on peut rentrer dans le cœur et faire des interventions chirurgicales. Wow. Et la chirurgie vasculaire, de plus en plus, c'est la chirurgie endovasculaire, c'est-à-dire au lieu de passer par la peau, les muscles jusqu'à arriver au vaisseau, on rentre à l'intérieur du vaisseau et on travaille sur le vaisseau. Voilà. Ah oui, là, c'est beaucoup de changements. Avant, c'était plusieurs outils à ouvrir grand les personnes, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de changements, d'évolution. Et peut-on aujourd'hui éviter certaines chirurgies grâce à des traitements moins invasifs? Oui. Disons que le développement de la cardiologie a permis de réduire des interventions de chirurgie cardiaque qui se faisaient. Donc, on peut faire un remplacement de la valve dont je vous avais parlé par de la cardiologie interventionnelle. Ça existe maintenant.
Il y a de la pneumologie aussi interventionnelle qui se développe. Donc de plus en plus, au lieu d'ouvrir grandement les patients, les pneumologues essaient de prendre en charge les patients par des méthodes dites mini-invasives. Et aussi la maladie vasculaire aussi a bénéficié des avancées technologiques. Avec le laser, par exemple, pour les varices, on peut faire une ablation des varices par le laser en rentrant à l'intérieur des veines et en faisant une ablation des varices. Voilà. Et quels conseils donnerez-vous au grand public pour éviter des maladies cardiovasculaires et thoraciques? Alors, le conseil que je donnerai, c'est comme tous les autres collègues de cardiologie, de pneumologie. Pour la cardiologie, les maladies cardiovasculaires, il faut éviter les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire faire tout pour réduire la survenue de l'hypertension artérielle, du diabète. Donc, manger sainement, moins gras, moins sucré, faire du sport. Il faut faire essentiellement des activités physiques, éviter la sédentarité. Pour la pathologie thoracique, pour le cancer du poumon, éviter de fumer. Et quand je dis fumer, il y a le tabac, mais il y a aussi des nouvelles techniques de La chicha. Il y a la cigarette électronique. En fait, toutes les études ont montré finalement que toute cette nouvelle technologie pour fumer entraîne les cancers bronchopulmonaires. C'est surtout que ça a un impact énorme sur notre quotidien. Effectivement, ça a un impact énorme parce que déjà, un cancer du poumon, par exemple, pour le diagnostiquer, il faut un dépistage pour le diagnostiquer tôt. Près de 70% des cas, on les diagnostique à un stade avancé. Donc, la prévention est la méthode essentielle. Et ouais, comme on dit, c'est à tout un chacun de prendre sa vie en main, parce que nous, on le dit tous les jours, mais en tout cas, espérons que ça change le quotidien de chacun, que cette émission puisse aussi servir à tout le monde, parce que c'est le but. Donc, faites attention à vous, toujours. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez un cas, une petite histoire d'un patient à nous raconter un petit peu? Une anecdote? Alors, comme anecdote, je dirais qu'on en a pas mal. Alors, je vais vous donner un cas le plus simple. Il s'agit parfois de certains patients qui faisaient une toux chronique, par exemple. Il faisait une toux chronique qui a été traitée par beaucoup de collègues comme une infection pulmonaire. Alors, c'était une dame de la soixantaine qui, pendant longtemps, a toussé. Et après un parcours, quand je dis un parcours de 3 mois au moins, finalement, il s'est retrouvé chez un pneumologue qui a suspecté qu'il pourrait s'agir d'un cancer du poumon, malgré le fait que cette patiente n'a jamais fumé. Oui. Donc, il a fait des investigations, il a fait des examens, disons, qu'on appelle la fibroscopie, qui a montré que c'était un cancer du poumon, mais qui était encore à un stade qui n'était pas trop avancé. Alors, dans ce cas, nous faisons ce qu'on appelle une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, dans lequel il y a les spécialistes du cancer, les oncologues qui vont intervenir, les pneumologues qui vont intervenir et les chirurgiens cardiaques qui vont intervenir. Disons, les chirurgiens thoraciques qui vont intervenir. Donc, cette patiente a eu ce qu'on appelle la chimiothérapie. Une chimiothérapie pendant 3 mois qui a permis de diminuer, de réduire considérablement la taille de ce cancer. Et cette patiente, nous l'avons finalement opérée, nous l'avons enlevé toute cette partie du poumon qui était malade, nous l'avons envoyée à l'anatomopathologie. Les anatomopathologistes, c'est les médecins spécialistes qui regardent au niveau des cellules si les cellules sont anormales, cancéreuses ou pas. Et il nous a montré que, en fait, grâce à la chimiothérapie, toutes les cellules cancéreuses ont été éliminées et donc la chirurgie a été bénéfique. En fait, ce cas, moi je dirais que depuis que je suis rentré de ma formation, j'ai été formé au Maroc et en France, c'est des cas que nous ne voyons pas. Mais nous voyons que lorsque nous prenons en charge plus rapidement les patients, dans le cadre d'une plus grande charge pluridisciplinaire, on peut avoir également d'excellents résultats. Donc je dirais ici que tout ce que vous avez comme une toux traînante,
en ce qui concerne ma spécialité, n'hésitez pas, consultez les médecins, consultez les médecins généralistes, consultez les pneumologues. Il peut s'agir d'une infection pulmonaire banale, mais ça peut également aussi être des affections un peu plus graves. Y a-t-il des idées reçues sur la chirurgie thoracique et cardiovasculaire et comment vous faites pour Alors, développer ces idées reçues, ça se comprend parce que c'est une chirurgie assez lourde qui se fait sur des organes assez nobles, le cœur, le poumon, les vaisseaux, où la marge d'erreur est assez infime, c'est-à-dire le chirurgien doit être très précis et méticuleux. C'est pour ça que la formation d'un chirurgien cardiovasculaire et thoracique, c'est généralement bac plus 15-17. Wow. Oui, donc, et les gens, c'est normal qu'ils ont des appréhensions, puisque c'est une chirurgie dite lourde. Mais lorsque nous avons des spécialistes bien formés, avec une équipe bien formée, les interventions se déroulent très bien, avec des complications qui ne sont pas trop différentes de la chirurgie générale. En tout cas, il faut le savoir, hein, que vraiment, c'est pas, on se lève pas aujourd'hui pour être chirurgien. Donc, tout à fait. Oui, donc c'est vraiment les spécialistes qui sont là aussi pour vous sauver des vies. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, hein, parlez-en, hein, avec votre médecin pour qu'on puisse vous expliquer réellement. C'est ça. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de l'émission, hein, professeur. Grand merci à vous. Est-ce que vous avez un petit dernier mot, une petite conclusion pour que les gens puissent aussi comprendre ce que c'est que la chirurgie en elle-même? Mon dernier mot d'abord, c'est pour dire que effectivement, ce sont des spécialités dont ne disposait pas notre pays, le Togo, il y a de cela 10 ou une vingtaine d'années, 10 ou 20 ans. De plus en plus, les autorités y mettent de leur effort pour que ces spécialités puissent se développer au Togo. Et nous dirons que ces spécialités se pratiquent de plus en plus dans les centres hospitaliers universitaires du Togo et dans certains hôpitaux, comme l'hôpital Dr Lafia, et que la population pourra bénéficier de plus en plus d'une prise en charge de toutes les affections, même si la prévention a fait défaut et qu'on est déjà au stade de complications et de séquelles. Il y a des possibilités de prise en charge qui se développent. Voilà un peu mon mot de fin. Votre mot de fin, un grand merci. Je rappelle que vous êtes médecin lieutenant-colonel, professeur agrégé en chirurgie thoracique. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets dans votre domaine, quoi. Merci Essie, merci pour votre accueil. Merci à Clesso et à Stéphane à la régie. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Esli Hair House. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. N'oubliez surtout pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube de New York TV. Allez dans la playlist, allez retrouver l'émission Direct Santé. Vous avez tout est là pour vous, tout est là pour vous enseigner. En tout cas, merci à vous. On se retrouve demain. Bye bye.